Écoute. Au fait, moi, je veux faire comprendre aux gens que, bon, il y a d'autres personnes qui confondent la modernisation et le développement. En fait, c'est des choses qui sont différentes. Le fait de construire des routes ne veut pas dire que, bon, qu'un pays est développé, non. Quand on dit qu'un pays est développé, bon, il y a le côté social, la santé, bon, il y a l'éducation, mais tout ça là, ça manque en Côte d'Ivoire. On a beaucoup, un Ivoirien même actuellement même souffre. Parce qu'à peine même on peut avoir au moins le minimum. Faudrait qu'on soit réaliste. Moi, il n'y a pas de parti pris en matière de, comment on appelle, dans la politique même, mais souvent quand il y a une réalité dans un pays, faudrait qu'on soit tout à fait véridique, parce que vraiment, c'est compliqué en Côte d'Ivoire, c'est très très difficile. Parce que il y a des choses simples même qu'on n'arrive pas à en avoir. Quand on parle des pays développés, bon, quand tu me parles, bon, peut-être il n'y a pas de pays africains, mais bon, on tend vers le développement, mais nous ne sommes même pas encore arrivés. Par exemple, comme ça, bon, un pays comme, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire ici, bon, pour avoir peut-être un simple wifi, c'est un luxe. Bon, peut-être comment on appelle, la connexion, comment on appelle, la climatisation, c'est un luxe. Pourtant, même la connexion internet. Enfin, il y a des choses qui n'arrivent pas, quoi. Pourtant, en France, c'est des trucs, ce sont des centimes. Ce sont des centimes même. En mettant ça sur une facture, ça ne coûte même pas cher. Et pour comment on appelle, avoir un canal. Enfin, il y a trop de choses qui sont, mais, c'est comme chacun a son parti politique, donc il y a d'autres qui veulent pas, il y a certaines choses qui veulent pas, enfin, ils veulent pas admettre. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé. La Côte d'Ivoire même est un pays pauvre. Parce que, quand on prend la majeure partie de la population est pauvre. La population est pauvre. À peine même des gens même arrivent à avoir 3 repas par jour. Donc, pour moi, on ne peut pas venir dire que nous sommes un pays développé. Donc, c'est sur ça que je voulais. Merci, M. Bravo. Alors, pour enchérir tout ce que vous étiez en train de dire, j'ai vu sur la chaîne NCI, le jour de l'investiture de M. Ouattara. Ils ont donné comme ça, ils ont fait une interview, un micro-trottoir, et puis les populations disaient ce qu'ils souhaitaient changer au pays. Et puis j'ai vu des gens en plein plateau, vous pouvez aller sur la chaîne NCI, il y a un micro, en train de dire que nous espérons que cette fois-ci les Ivoiriens puissent manger 3 fois dans la journée. Sur la chaîne NCI, sur un micro-trottoir. J'étais choqué. Oui. C'est passé comme une lettre. C'est pour dire que c'est tout cela qui fait qu'on n'est pas encore au niveau des pays même. Pour moi, on n'est pas même au niveau d'un pays intermédiaire. Nous sommes des pays pauvres. Et puis quand on parle par exemple de la communication, aujourd'hui pour Internet et autres, c'est la fibre optique par des câbles marins. Mais on paye. Oui, sur NCI, je vous promets, c'est pas parce que j'ai envie, je vais pas mentir sur la chaîne. Vous allez vous regarder sur le micro-trottoir. Sur la fibre optique, mais on n'est pas maître. On n'est pas maître de notre communication. La fille avait lancé le projet de Rascom pour que les coûts de communication, d'accord, soient réduits de telle sorte qu'on puisse avoir la communication de façon moins chère avec un satellite. Mais bon, c'est pas le cas. On n'a même pas de satellite. On n'a pas de satellite. Pour les télécommunications. Un pays qu'on dit qu'on est développé, n'a même pas de satellites. Vous voyez, non? C'est un peu délicat. Voilà, donc les satellites, c'est pour beaucoup de choses. Je ne parle pas des nanosatellites, des petits satellites, je parle des vrais satellites, en fait, pour la télécommunication et d'autres choses. Donc voilà. Mais en tout cas, merci, M. Robert, d'être passé, et puis on va passer la parole rapidement. Monsieur Wahabo, bonsoir. Ouais, bonsoir, comment va? Oui, ça va très bien. Ok, vraiment, pour commencer, je vais te dire merci beaucoup pour tes analyses. Parce qu'à chaque fois que tu allumes la caméra, bon, on est en bas, on est en train de suivre tes analyses, vraiment, c'est très pertinent. Et tu dis sans langue de bois, au fait, tu dis ce que tu penses. Bien sûr. Et vraiment, l'Afrique a besoin de ces genres de personnes. Pour vraiment, sans même se cacher, dis la vérité. Par exemple, moi, personnellement, le 4e mandat, je suis un Burkinabé. Mais sans mentir là, le 4e mandat, moi je vais jamais être d'accord avec le 4e mandat. Voilà, parce que pour moi,
fait, c'est pour sauver et le maître, au fait. Sinon, celui-même qu'on a désigné même d'être président, là, il n'est même pas prêt pour le 4e mandat. On sent qu'il y a un forcing là, quelque part. Parce que lui-même sait que ça ne passe pas. Puis tout ce qu'il a construit là, ça va tomber un coup bas. Ça va tomber puisque lui-même il sent que les gens sont en train de sentir réellement que ce sont des manipulateurs. Et ils ont menti sur la démocratie pour pouvoir vraiment faire de leur ce qu'ils veulent. Mais tes analyses, en écoutant tes analyses aujourd'hui, vraiment j'ai compris beaucoup de choses que, au fait, les gens ont essayé. Bon, quand on voit, ils sont aveugles, au fait. Ils voient la réalité. Mais pour eux, comme ils ont dit qu'ils ont un combat à mener, même si elle est fausse, ils doivent arriver à leur combat, au bout de leur combat. Mais ça, on n'appelle pas combat. Parce que si vous dites que vous êtes censé défendre la démocratie, il y a certains trucs là, il faut se dire la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Alassane plus que moi. Parce que je suis ici né en Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Mais à un certain moment, du moment où il y a eu les malentendus entre le président et Soro, et c'est là-bas que j'ai commencé à avoir les yeux ouverts. Et j'ai compris réellement qu'il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils font. Parce que eux-mêmes, on dirait il y a une force à quelque part qui les pousse. C'est pas eux-mêmes qui agissent eux-mêmes. Et on voit que ce n'est pas clair. Vous avez fait, les gens ont bagarré. Depuis 20 ans, depuis combien d'années là? Ce n'est que la division et la guerre et la haine que vous avez vraiment mis dans le cœur des populations. Des gens même qui étaient censés vous croire que vous êtes des leaders. Par fini, on voit que vous n'êtes pas des leaders parce que vous êtes manipulés. Quand un leader est manipulé, il n'est plus un leader. L'AES, à peine une année ou 2 ans comme ça. On a tout entendu sur les plateaux télé qu'ils disaient de l'AES. Aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper. Ce que l'AES a fait en une année là, ils n'ont pas pu faire ça en 60 ans. Ou bien durant peut-être 65 ans comme ça, ils n'ont rien foutu. Et je vous assure, si l'AES va continuer comme ça là, sur tout ce que le capitaine a dit dans son discours aujourd'hui là, sérieusement, il y a des gens qui vont disparaître. Sérieusement, ils vont disparaître parce que on voit déjà la réalité, on voit déjà le vrai. Et si ça va aller comme ça, je te jure que ces défenseurs de l'autre côté là, ils vont savoir que réellement, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous parlez des pays développés pendant que ce sont nos frères. Moi j'ai des amis, plein de contacts. Parce que je suis un enfant d'Abobo. J'ai plein des amis qui ont pris la mer. Parce que ça ne va pas. Et tu dis que tu vas dire ça, les gens disent qu'il ne faut pas dire. Ils sont nombreux. Il y a d'autres même qui ont péri dans la Méditerranée. Ils ne sont même pas arrivés en Europe. Mais qu'est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Un pays émergé où le peuple fuit. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. Quand on dit, on va dire, vous dites que non, c'est la politique, c'est quoi, c'est contre le régime. C'est pas qu'on ne parle pas du régime, on parle du pays. On s'en fout du régime. Le régime va quitter. Tôt ou tard, il va quitter. Tôt ou tard, ils vont quitter. Même si c'est dans 500 ans, ils vont quitter là-bas. C'est le peuple, nous, on est en train de regarder. Et ça fait pitié de voir un pays qui a toutes ses ressources, qui a toutes ses potentialités, mais qui n'arrive pas à faire développer son peuple. Quand on parle de quelque chose de médiocre, c'est eux. Parce que ça ne va pas. Sérieux, ça ne va pas. Comment un peuple qui est censé, qui a toutes ses cultures, que ce soit dans la danse, dans la chanson, ou bien même la politique, ils sont bien placés, ils sont bons. Parce qu'en écoutant le président Laurent Gbagbo, on sent qu'il a un message, mais les gens ne le comprennent pas. Il y a un message qu'il donne aux gens. Et il a même parlé de beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui qui est là. Quand je me rappelle de sa phrase où il a dit vous me commentez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est maintenant que je dis vraiment, ce monsieur, vraiment, on doit vraiment le protéger. Et Dieu merci qu'il a fait des livres, qu'il y aura des enfants qui vont lire ces livres-là pour savoir qu'il y a eu un guerrier, il y a eu un homme de paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Abo, pour votre intervention. On va évoluer. On va écouter Frappe. C'est Frappe? Oui, alors bonsoir, monsieur. Non, s'il vous plaît, c'est pas si il peut là. Il y a une motion avant que mon tour de parole va arriver. Bon, je vais être court et puis tu vas
Allez-y, il va aller pour sa motion et ensuite M. Frappe va répondre par la parole. La motion, c'est une question, c'est court. Allez-y pour votre motion, vous écoute, monsieur. Ok, merci. Monsieur Nissan, bon, dans votre speech tout à l'heure, vous avez décrié du fait qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'en Côte d'Ivoire n'arrivaient pas à manger 3 fois par jour. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en France, tout le monde mange 3 fois par jour? On peut confirmer cela? C'est le B.A.B.A. Puisque la France est un pays développé. On peut confirmer qu'en France, tout le monde mange 3 fois par jour. Alors, c'est une très bonne question. Tout le monde mange 3 fois par jour. Il est impossible de dire que tout le monde mange 3 fois par jour. Mais la majorité, d'accord, des populations mangent en partie, ils ont les 3 repas par jour. Vous êtes là? Vous êtes là? Il est où? Votre micro? Je sais pas que mon micro était fermé, désolé. Voilà. Ok. Donc, bon, sur quoi vous vous basez pour tenir de tels propos? Puisque, bon, nous voyons dans les documentaires où on voit des Français se plaindre aussi pour dire que ça ne va pas. Surtout avec l'histoire des gilets jaunes tout récemment en France. Okay. On a entendu plein de choses. Bon, quand on dit qu'ils ont 3 repas par jour, bon, c'est-à-dire les manifestations traduisent le contraire de ce que vous dites, apparemment. Les manifestations des gilets jaunes n'étaient pas sur le fait qu'ils ne mangeaient pas 3 fois par jour. Non, ben ça faisait partie des revendications. Est-ce que je m'en souviens, non. J'ai suivi ça de près. Déjà, les gilets jaunes, en fait, d'accord, c'était sur... Écoutez bien, il y a des micros qui sont ouverts. Les gilets jaunes, c'était sur... Attends, c'est l'eau là. Les gilets jaunes, d'accord, c'était d'abord parce qu'on leur imposait l'achat de véhicules de type hybride, d'accord, de type hybride pour pouvoir, surtout ceux qui sont dans le corps médical, d'accord, qui sont des libéraux, on leur a imposé, d'accord, les achats de véhicules de type hybride pour avoir certains bons ou certains trucs, il faut que je m'en souvienne. Et puis quand on parle de la vie chère ne veut pas dire qu'on mange, en fait, on ne mange pas 3 fois par jour, d'accord. Non, mais je suis en train de lui dire, t'inquiète pas, Frangine. D'accord, la vie chère, c'était pas en fait sur le fait de ne pas manger 3 fois par jour. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des familles toutes les familles en France ou tout le monde en France mange 3 fois par jour. Mais c'était pas pour cela. Donc la vie chère, effectivement, c'était pour la cherté de l'essence. Et puis parce qu'aussi il y avait des véhicules hybrides qui étaient conseillés pour certains libéraux et autres. Et puis les gilets jaunes aussi, il y a d'autres personnes aussi qui voulaient aussi une augmentation de salaire parce que le SMIC en fait ne suffit pas en fait pour tenir tout le mois à cause de l'inflation et autres. Mais c'était pas lié en fait au fait qu'on ne mangeait pas 3 fois par jour. Donc je tiens à vous rassurer, c'est pas cela. Je dis pas que la France c'est le paradis. Non, mais on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ça n'a strictement rien à voir. Donc si vous êtes en Afrique, vous êtes sur le continent et vous pensez que en fait les gens ne mangent pas 3 fois par jour, c'est pas ça. D'accord? La France a des réalités. La France a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire que c'est le paradis. Mais ils ont le strict minimum qu'on n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Le strict minimum là. D'accord? Nous on l'a pas. Eux ils ont ça. En France, tu peux ne pas avoir tes papiers, tu vas à l'hôpital, tu vas pas mourir. Est-ce que tu as ça dans ton pays? Dans ton pays même, tu as des papiers, tu vas même dans l'hôpital public, tu meurs. Je pense que chaque pays a ses réalités. En fait, je voulais en venir là. Non, en fait, frère. Parce que quand vous avez parlé du développement, oui. Voilà, que bon. Mais on n'est pas développé. Oui, mais pour atteindre. Donc on ne peut pas avoir les mêmes réalités. Parce que... Non, voilà, effectivement, on ne peut pas comparer la France et la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est pour ça que je dis que... Donc tu reconnais que nous sommes des pays pauvres. C'est tout à fait... Attendez, Wabo, laissez le nom. Wabo, c'est intéressant ce qu'il dit. Vous reconnaissez qu'on est pauvre ou pas? Oui, nous sommes pauvres. Voilà, c'est tout. On est pauvres, donc battons-nous pour nous en sortir. Oui, effectivement. Vous allez prendre la parole après votre motion. Okay. Voilà, Frappe. Allez-y, monsieur Frappe. Et puis après, vous allez... Monsieur Frappe, allez-y, parce qu'on a pris notre truc. Allez-y, monsieur Frappe. Ok, bonsoir, Issa. Merci beaucoup pour tes analyses.
Je suis très ravi d'être dans ce panel. Bon, par rapport au discours du président, et quand tu regardes rien que le mois passé, il y a le ministre Soro qui est venu au Burkina pour qu'on les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, que les liens se renforcent. Par rapport à ça, ils ont eu à parler, et après, une semaine après, à l'affaire de l'avion de Nigeria, sur les plateaux de télé de la Côte d'Ivoire, vous voyez que des gens, des individus étaient là en train de parler de l'avion et en disant que le Nigeria a une puissance militaire sur le Burkina, et le Nigeria peut venir attaquer le Burkina. Vous voyez, c'est ce genre de trucs que le président était en train de dire. Et par rapport à ça aussi, d'un côté, si vous voyez qu'ils n'ont pas parlé du monnaie de l'AIS, rien qu'un mois de cela, la CEDEAO voulait anticiper le monnaie de l'AIS en parlant de l'éco. Même Alassane est allé en France par rapport à ce thème de l'éco. Donc, l'AIS aussi, pour les stratégies, eux aussi, ils ont anticipé pour ne pas rentrer dans la monnaie, pour parler de la monnaie, pour attendre, parce que l'éco, ils ont annoncé qu'en 2027, on va les attendre en 2027 quand ils vont créer leur éco, et nous, on va créer notre AIS aussi. C'est rien que ça. Voilà, c'est juste ce que moi aussi j'ai vu dans les discours et autres. Merci bien. Merci bien. On va évoluer, on va écouter Lola. Lola. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui, monsieur Lola, oui. Bon, je tiens à vous remercier. Et ça fait vraiment longtemps que je vous suis. Vraiment longtemps, en fait. Encore une fois, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Moi, j'aimerais juste réagir sur les propos du capitaine, en fait. Et j'ai vraiment apprécié d'abord l'analyse que vous avez eu à faire tout à l'heure. Et il a lancé un message que l'Afrique soit soudée, que les peuples soient unis, en fait, parce que en matière d'armement, l'AES ne pourra même pas rivaliser l'Occident. Si on veut parler d'armes, l'AES ne pourra jamais rivaliser l'Occident. Mais par contre, si le peuple est soudé derrière les dirigeants, quelles que soient les armes que l'Occident va utiliser, l'Occident ne pourra pas vaincre l'AES. Moi, c'était un message d'union que le capitaine Ibrahim était en train de lancer, en fait. Et j'ai vraiment apprécié ses propos. Maintenant, il faut aussi féliciter le travail qu'ils sont en train de faire depuis fort longtemps, en fait. Maintenant, j'aimerais rebondir maintenant sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est développée. Moi, je suis aux États-Unis, en fait. Je vis aux États-Unis et je sais, voilà, moi, quand je rentre en Côte d'Ivoire, quand je vois un pont, je suis pas impressionné. Quand je vois un goudron, je suis pas impressionné. À chaque fois quand je voyage en Côte d'Ivoire, je fais mes voyages chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Une année, je partais en Côte d'Ivoire, j'avais fini mon bilan de santé, j'ai pris mon résultat. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai pris mon résultat peut-être le mercredi. Et le vendredi, je vais à Abidjan. À peine 3 à 4 jours, je commence à me sentir mal. Je commence à me sentir vraiment très mal. Je vais à l'hôpital. On me dit non on me fait des analyses là, non que c'est un début de palu carrément que j'ai. Mais pour un début de palu, je me suis retrouvé à avoir insuffisance rénale, à avoir une infection pulmonaire, c'était tout en fait. J'ai même fait le coma à la clinique Farah pendant 1 mois.
Et quand ça n'allait pas, ma femme est venue me rapatrier carrément sur les États-Unis. Et je viens aux États-Unis, on me refait des analyses. Mais on ne trouve rien en fait. Et le seul problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que il y a eu ils ont mal diagnostiqué le mal que j'avais. Ils ont mal diagnostiqué le mal que j'avais. On m'a injecté n'importe quel produit en fait. Et si ma femme ne s'était pas vite levée pour me dire non, je veux mon mari, que j'étais resté à Abidjan, j'allais mourir. Quand on parle de développement, il faudrait que l'Ivoirien arrive dans un centre de santé et se soigner carrément en fait. Moi je suis aux États-Unis, je fais un repas par jour. Mais cela ne veut pas dire que je suis pauvre. Je fais un seul repas par jour aux États-Unis. Cela ne veut pas dire que je suis pauvre parce que je n'aime pas le temps. Le matin, je vais tôt pour travailler. Et quand je rentre le soir, je prends ma bouffe en fait. Ça ne veut pas dire, ça fait pas de moi un homme pauvre, mais ça ne veut pas dire que le pays est pauvre. Mais là où il y a un sérieux problème, c'est lorsque mes frères, mes cousins n'arrivent pas à se traiter quand ils sont malades à Abidjan en fait. Quand ton frère va à l'hôpital à Abidjan, tu meurs à cause du palu. Quand ton frère va à Abidjan, que bon, il ne peut même pas se traiter. Quand ton frère vit à Abidjan, qu'il ne peut pas se traiter, là c'est un problème. Bon, côté développement de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faudrait quand même qu'on laisse tomber parce qu'il y aura des gens qui ne vont jamais comprendre en fait. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays riche. La Côte d'Ivoire est encore très pauvre. Ça, il ne faudrait pas qu'on se montre. Seulement qu'il y a des gens qui sont riches à Abidjan. Parce que ces personnes-là voient la population en fait. On ne peut pas se servir du bien public et se faire passer pour quelqu'un de riche. Ça, c'est dommage de penser comme ça en fait. Et il faut vraiment rééduquer la population. Moi, je vous suis assez. Et j'apprécie ce que vous dites. Il faut vraiment rééduquer la population. Il faut rééduquer la population. À chaque fois qu'il y a un problème sérieux, la population s'endort carrément. On parle de la vie chère, ça n'intéresse personne. Mais quand on parle d'organiser la CAN, là tout le monde est d'accord avec ça. On a mis des milliards et des milliards pour construire des stades. Pourtant, on manque d'hôpitaux. Nos hôpitaux sont vides en fait. Pour quelqu'un qui a un cancer, j'ai un frère qui a un cancer. Le professeur en médecine lui dit, je te dis la vérité, on ne pourra pas te traiter ici. Si tu as des parents qui ont les moyens, je te conseille d'aller en Tunisie ou en Europe. Parce qu'on n'a pas le plateau technique pour ça. On n'a pas le plateau technique pour ça. C'est de ce pays-là qu'on parle, un pays développé. Bon, on fait partie de mon frère en Tunisie. Il est en Tunisie. La plupart des dirigeants viennent se traiter en Tunisie. Ils vont se traiter en Tunisie. Pourquoi si le pays est développé, qu'est-ce qu'ils vont faire en Tunisie? Qu'est-ce qu'ils vont faire en France? Moi, je me traite dans le même hôpital que Trump. Pourtant, je ne peux même pas m'égaler à Trump. Je me traite à Bethesda ici. C'est là-bas que je vais me faire traiter. Mais ça ne fait pas de moi un homme riche en fait. Et la population, on doit vraiment éduquer la population autrement en fait. Et quand on veut faire des critiques, non, tu es pro Babo, non, tu es pro Ouattara. Encore une fois, merci quoi, je voulais juste m'arrêter là. Peut-être que bon, j'aurai l'occasion encore de prendre la parole après, mais ouais. Merci pour toute l'occasion que vous m'avez donnée en fait. Merci. En tout cas, c'était un témoignage assez poignant. Et puis, bon, en tout cas, merci parce que ça permet en tout cas de pouvoir éclairer la lanterne de certaines personnes quand on parle en fait du fait qu'on soit pauvre. Ce n'est pas parce qu'on injurie notre pays, c'est pas parce qu'on n'aime pas. Normalement, ça suscite l'orgueil et on se pose des bonnes questions pour. On va écouter Monsieur Gajinamo. Et normalement, c'est bon. On va écouter Monsieur Gajinamo et puis on va revenir à Rola et Black ensuite. Alors le grand Zan, comment tu vas? Très bien. Non, j'étais là avant, hein, ou bien s'il était là, il peut parler alors. Il peut. Après, je parle. Alors, Rola, on va t'écouter après ta motion. Après lui, je parle, ouais. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, je serai bref, je ne serai pas trop long comme il fait. Voilà. Enfin, moi, c'était juste pour dire que, bon, on ne dit pas que la Côte d'Ivoire est développée. Voilà. Parce que le développement, c'est autre chose. On dit que la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement. Comparément à d'autres pays de l'AES, on dira que la Côte d'Ivoire est un petit paradis, puisque lorsqu'on constate que les populations fuient des pays là pour venir en Côte d'Ivoire,
Voilà, c'est parce qu'elles trouvent en Côte d'Ivoire vraiment ce qu'elles n'ont pas chez elles là-bas. Donc, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez pourquoi vous êtes contre le quatrième mandat et puis qu'est-ce que vous pensez des coups d'État. Voilà. C'est une belle question. Alors, vous avez posé en fait encore 2 questions. Vous me demandez pourquoi je suis contre le 4e mandat. Ça, c'est une très belle question. Je suis contre le 4e mandat à titre personnel parce que déjà, il n'existe pas de 4e mandat. Ça, c'est déjà un. Pour certains, il existe un 2e mandat de la 3e République. D'accord. Ça, c'est 2. Et puis, parce que pour moi, le 4e mandat, en fait, symbolise, en fait, une catégorie de personnes fortes qui imposent, d'accord, par la force, leur façon de voir à tout un peuple. Je pense que s'il n'y avait pas d'armée, de justice et de police qui étaient dirigées par un seul clan, je pense que le 4e mandat n'aurait pas existé. Pareil pour les pays où il y a le coup d'État aussi, je pense bien. Parce que là, il est pareil pour les pays où il y a eu le coup d'État, parce que toutes les populations ne sont pas pour les dirigeants. Parce qu'ils ne laissent pas les populations manifester. Voilà. Celui qui ne va pas de la même logique qu'on l'emprisonne, ça se voit aussi dans les pays où il y a eu le coup d'État. C'est un très bon point de vue. Est-ce que c'est toute l'armée en fait qui fait le coup d'État? Non, c'est pas toute l'armée. Voilà. Est-ce que pour le 4e mandat par exemple, quand on décide en fait de prendre une décision pour toute l'armée et toute la police, l'armée et la police agit pour le compte d'un homme politique, non? J'ai pas compris la question. Je dis, quand un civil, quand un civil est au pouvoir, et par exemple, il prend une décision, c'est-à-dire, par exemple, il ne respecte pas, on va dire, le mandat et autres, quand il prend des décisions, l'armée doit faire ci, la police fait ci. L'armée et la police, tout le monde agit, non? Pour son compte, non? Votre micro est fermé, mais c'est moi, Je répète, je dis, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Quand un civil, un homme qui est civil, qui est au pouvoir, par exemple, on dit tu ne respectes pas la Constitution. Lui dit il respecte la Constitution. Et il donne des ordres à la police et à l'armée. C'est toute l'armée et tous les policiers qui agissent, non? Oui. D'accord. En principe. En principe. Quand quelqu'un fait un coup d'État, est-ce que quand il fait un coup d'État, c'est toute l'armée qui est d'accord? Toute l'armée n'est pas d'accord. Ok. Donc vous voyez que celui qui est civil, quand il prend une décision qui ne respecte pas les lois, mais il donne des ordres à l'armée, à la police et à la justice d'agir, ils agissent pour lui, non? Oui, bien sûr. Voilà. C'est de cette même manière-là. S'il donne des décisions qui ne respectent pas la loi, ça peut créer des frustrations et créer ce que vous n'aimez pas, qu'on appelle le coup d'État. Maintenant, je vais venir sur le coup d'État. Le coup d'État, c'est parce que chez nous, là, nos hommes qui portent veste, là, souvent, ils ne respectent pas, en fait, d'abord les lois. Souvent, l'argent de l'État, là, les caisses de l'État, là, comme la corruption, eux et les clans, ils ne font que manger. Ça existe en Afrique ou pas? L'armée respecte les institutions. Je repose ma question. L'armée respecte les institutions. On est d'accord, non? Qui incarne les institutions? C'est le chef de l'État. Ok. Le chef de l'État travaille pour qui? Pour la population. Ok. Qui désigne le chef de l'État? La population. L'argent qui sont dans les caisses là, quand le chef de l'État mange, comment on appelle ça? C'est un détournement. Ok. Quand il détourne là, il rembourse? Il est poursuivi. Il est poursuivi par qui? Par la justice. Ok. Tu connais un président en Côte d'Ivoire qui a déjà bouffé l'argent du peuple? Mais qu'est-ce qui prouve qu'il a bouffé? Parce que pour dire qu'un président a bouffé, il faudrait apporter des preuves. D'accord, ok. Et je te pose la question, est-ce que tu connais un président en Côte d'Ivoire qui a déjà bouffé l'argent du peuple? Qui a déjà bouffé l'argent du peuple? Non, je n'en connais pas. Tu connais un ministre en Côte d'Ivoire qui a déjà bouffé l'argent du peuple depuis que la Côte d'Ivoire existe?
Oui, j'en connais. Ok. Bon, ne cite même pas le nom. A-t-il été jugé? Oui, jugé. Ah bon? Qui? Quand? Bon, pas lui directement. Ah. Mais ses proches ont été jugés. Ok, donc lui, il a bouffé, mais lui, on ne le juge pas. Mais c'est ses proches qu'on juge. Ben, puisqu'il n'a pas de preuves contre lui. Ah. Donc, en fait, là, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas exact, puisque tu as dit que tu connais un ministre qui a bouffé. Bon, comment il n'y a pas de ministre qui a bouffé, en fait, je vais prendre le cas du ministre Pascal Aspingessan en son temps. C'est sa femme qui a été condamnée. Ah non, ça c'est différent. C'est différent. Est-ce que c'est sa femme réellement? Pardon? Est-ce que c'était sa femme réellement? Ah! Tu me poses la question si c'était sa femme. Angélique Kili, c'est pas l'épouse, c'est pas la femme de... Oui, c'est sa femme. Mais est-ce que c'était elle réellement? Parce qu'on ne pouvait pas juger, parce qu'on ne pouvait pas atteindre le ministre. Bon, on a passé, bon. Attends. Le bout que le ministère, c'était sa femme. Ta femme, là, ils l'ont accusé de quoi? Détournement dans quelle filière? Dans la filière des cafés cacao, je pense bien. Hein. Elle y était ou pas? Oui, elle y était. D'accord. Mais elle n'est pas. Elle était dans la filière. Attends, Afin que c'était dans la filière. Allô? 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 Bon, il nous a quittés. Il va certainement revenir. Monsieur Ginamo, à vous la parole. Merci mon Franz. Bon, ça fait la deuxième fois que je monte sur ton panel. La première fois c'était il y a peut-être 8 mois ou bien 1 an. Mais je suis. En tout cas, merci pour toutes tes analyses très approfondies, très lucides. Et j'aime souvent quand tu ne prends pas de position et que tu laisses la porte ouverte pour que chacun prenne la décision. Moi je dis que aujourd'hui, pour ce que le président IB a dit, moi j'avais pas pensé qu'un jour j'allais vivre longtemps pour pouvoir avoir des Africains aujourd'hui qui parlent. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la géopolitique mondiale, tout ça se retourne contre l'Afrique. Puisque nous avons tout notre sous-sol est riche, on ne fait que brader ce sous-sol-là. Moi, il m'est arrivé de me poser la question de savoir pourquoi devrons-nous brader l'or qu'on trouve dans un pays? Est-ce que l'or est un produit périssable? Au moins ça c'est périssable. Si c'est de la banane, ça va pourrir, donc il faut vendre ça vite. Ou bien est-ce que l'or là a des pieds pour quitter le pays à une vitesse, donc il faut le brader? Donc moi j'ai ouvert des panels parce que le GA Dynamo c'est le groupe d'action de la génération des indignés. Parce que nous pensons que c'est pas l'indignation. Si tu te souviens, j'avais créé un autre système démocratique que j'ai appelé le Samlecratie. Mais j'ai changé le nom depuis, hein. J'ai pris le nom d'un gros fétiche pour nommer le système. Aujourd'hui, la première des choses, moi je n'utilise plus le mot développement. Le premier droit et le premier besoin d'un peuple, c'est la vie. Il faut vivre d'abord. C'est après qu'on dit on veut vivre mieux. Quand on ne garantit pas la vie d'un peuple, c'est-à-dire la vie c'est quoi? On a besoin d'oxygène, on a besoin de santé, on a besoin d'eau potable, on a besoin d'une sécurité économique, on a besoin de communication, on a aussi besoin surtout de cohésion sociale. La cohésion sociale, parce que ce qui peut détruire un peuple, il n'y a pas 10 choses, il y a seulement 2. La santé et la guerre. Il n'y a pas 2 choses. Donc, ça c'est le premier besoin fondamental. Et donc, quand quelqu'un qu'on choisit pour nous diriger, sa première réaction, c'est de donner la vie. Et c'est ces choses-là que j'ai citées qu'on doit garantir. C'est pourquoi nous on dit dans notre programme qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit demander désormais que ce premier besoin-là soit le besoin fondamental.
santé améliorée et gratuite. Zéro. Il n'y a pas une histoire de faut payer CMU, il faut payer quoi, un peu national. Non, c'est gratuit. On a les richesses pour ça. On dit on veut désormais de l'eau potable gratuite. On veut désormais une cohésion sociale, c'est-à-dire une nouvelle science sociale pour régler les problèmes depuis la famille, les villages jusqu'à partir. Si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas obligé de venir être candidat pour pouvoir diriger un pays. Et c'est pourquoi désormais nous on dit, celui qui doit nous diriger, on ne doit plus l'appeler président. C'est pas parce que la France a appelé pour lui président que nous on doit l'appeler président. On les appelle des DAD, c'est-à-dire des délégués au devoir. Parce qu'en réalité c'est le vrai nom. Un pays on est 30 millions. C'est parce que nous les 30 millions on ne peut pas aller mettre notre sol et notre sous-sol et nos services pour enrichir, en fait, pour bénéficier à tous les 30 millions. Il n'y a pas un avion qui peut prendre 30 millions de personnes. C'est pourquoi on est obligé de déléguer un de nous. C'est pourquoi ce nom-là passe très bien, un délégué. Le délégué au devoir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, désormais, c'est nous qui lui donnons nos besoins. Et c'est à lui de les satisfaire. C'est ça qui est dans la démocratie. Donc, on dit, on veut la santé gratuite et améliorée et performante. Si tu ne peux pas le faire, M. Nzan, tu n'es pas obligé de venir. Voilà, c'est tout. C'est toi qui penses que tu peux mettre ça en amélioration. Donc, et nous, dans notre démocratie, le mandat de celui qu'on a délégué, qu'on appelle DAD, doit durer seulement 1 an. C'est-à-dire entre le 15, je vais chuter par là pour ne pas être long, entre le 15 janvier et le 15 décembre. 15 décembre vient à la télé, il faut faire un bilan. Et notre bilan dit quoi? Le bilan, c'est que les gens font aujourd'hui, le bilan inattaquable, le bilan positif. L'exposition des dépenses, c'est pas un bilan. Je suis désolé. Le bilan, c'est de dire les avoirs moins les dépenses. Il t'est resté quelque chose. C'est là que tu vas dire, c'est ça qui est ton bilan. Mais tu ne nous parles pas des avoirs, tu nous dis que j'ai fait 4 ponts, j'ai fait 3 immeubles, donc mon bilan est positif. Tu n'exposes pas tes dépenses pour dire que c'est un bilan. Et désormais, nous exigeons, il faut que le peuple se lève pour exiger. Le DAD, son rôle, c'est comment faire pour booster les avoirs de son pays. Sa première réaction, répertorier tout ce qui peut faire apporter des avoirs dans son pays. Il faut chercher à les booster. C'est ton travail ça. Comment tu as fait? Deuxièmement, comment tu as fait pour maîtriser tes dépenses? Pour que le 15 décembre, tu viennes dire que mon bilan est positif parce qu'il est resté de l'argent. Et les avoirs dont tu as désigné, tout ce que tu as construit avec les avoirs doit être gratuit pour toutes les populations parce que ça sort des sols, des sous-sols et des services du pays et chacun doit en bénéficier. Et à la fin de l'année, je vais chuter par là, quand le bilan est positif, ça veut dire qu'il est resté des dollars. Tu dois le diviser par la population générale et j'ai appelé ça le R. Chaque habitant doit avoir son R. Le 15 décembre au 25 décembre, on doit distribuer le R pour que chaque population sache désormais que mon sous-sol, mon sol et les services ont fait de telle sorte que j'ai touché de l'argent trébuchant et claquant dans ma main parce que mes sols sont riches. Et les infrastructures qu'on a constituées avec mes avoirs, je rentre là-bas gratuitement, zéro. Voilà, c'est ça qu'on doit commencer à exiger. Et le DAD, là, j'ai même hier ajouté, et j'ai écrit un livre, je suis en train d'écrire un livre sur le nouveau traité. Et c'est toi que j'ai appelé mon dictateur, M. Nzan. C'est un dictateur, parce que les romans disaient qu'un dictateur, en réalité, c'est un magistrat. Allez lire les vraies définitions au temps des Romains. C'est un magistrat qu'on donne un pouvoir illimité pour une période donnée pour régler un problème donné avec des pouvoirs illimités. Et donc moi, dans mon traité, nouveau traité de l'économie, mon dictateur s'appelle Nzan, avec des pouvoirs illimités. Il vient, il va, parce que nos pays ont des problèmes. Il faut venir les régler. Donc, on a besoin désormais. Donc, c'est pourquoi au DAD, j'ai ajouté dictateur, en fait, pour faciliter la tâche à RFI et France 24. Parce que quand je vais mettre les lois en place, ils vont commencer à me traiter de dictateur. Mais comme déjà, je m'appelle le dictateur délégué au devoir
de mon pays, parce que les droits, je viens exécuter les droits des populations. Donc eux, leur tâche est déjà facilitée, ils peuvent plus dire, bon, ils vont inventer, ils vont dire le dictateur, délégué au devoir, ils vont dire ça. Et j'en suis fier, parce que c'est là, mon Zan va mettre son traité en place. Voilà, c'est ça. Donc pour terminer, je te dis vraiment merci pour le travail de fond que tu fais. Moi, je suis de garde actuellement, donc je ne peux pas trop parler, mais c'est pour dire qu'il faut continuer ce combat-là. Et tout doit être repris à zéro, surtout en Côte d'Ivoire. Il faut qu'une génération, notre génération se lève pour dire tous ceux qui ont échoué. Parce que regardez, tous ceux à qui on a confié notre sol, notre sous-sol, nos services, pour dire allez les mettre en valeur pour venir nous faire bénéficier. 20 ans après, ils sont venus nous dire que tout, on a échoué. Ils n'ont pas échoué. Ils disent qu'on est des pays pauvres, très endettés. Ah, je te confie mon pétrole, mon or, mon cacao. Toi, tu vas tu reviens pour me dire, je suis un pays PPTE. Donc, ils auront 3 choix. Quand le dictateur Nzan vient, ils auront 3 choix. Soit la pendaison, parce que quand tu échoues, tu dois être pendu. Soit une prison à vie, avec toute ta famille, tes petits-enfants, tout le monde. Le 3e choix, c'est de constituer en Côte d'Ivoire un petit village où on va appeler le précaré des vendus. Et on va les mettre là-bas sans électricité, sans wifi, sans trucs. Ils vont aller creuser eux-mêmes des trucs pour pouvoir boire de l'eau, etc. Ils vont voir comment les populations souffraient pendant qu'eux, ils prenaient l'avion pour circuler. Voilà le système que le Nzan doit venir mettre en place. Et c'est ça, comme ça, celui qui vient maintenant pour être un délégué au devoir, il va bien agir parce qu'il agit pour les populations. C'est parce que nous, les 30 millions, on ne peut pas prendre l'avion pour aller mettre en valeur nos terres et nos sous-sols. C'est pourquoi on brade. Voilà, c'est un petit aperçu. Et j'écris des livres, j'ai écrit un livre qu'on appelle, je suis en train de imprimer bientôt, qu'on appelle Vademecum Africa. C'est un livre, comme j'ai fait un livre de médecine pour soigner l'Afrique. Et le deuxième que j'ai fini maintenant presque, c'est le nouveau traité. Et où tu vas voir ce qu'on a mis dedans. Vous allez voir. Donc merci et merci à tous ceux qui sont montés sur le panel, à tous ceux qui sont là. Il faut que nous, notre génération, soit une génération de transition. Et c'est pourquoi j'ai créé un mouvement qu'on appelle le mouvement de transition. Parce qu'on veut quitter un point A pour aller à un point B. Entre les deux, c'est la transition. Il faut éducation. Tout nous avait été imposé. On n'en veut plus de tout ce qui est dans le A. On veut créer et on a l'intelligence pour remettre en marche tout notre système. C'est nous sommes les générations sacrifiées et toutes les anciennes générations qui sont venues déclarer que nous sommes des PPTE, ça veut dire qu'ils ont tous échoué. Je te confie mon or, maintenant toi tu viens me dire je suis endetté et je suis très pauvre. Donc vraiment tout cela on devait leur demander, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as fait de la richesse de mon pays? Mais on n'a rien fait. Mais ce qui était mauvais, c'est qu'ils disent j'ai échoué, mais laissez-moi continuer. Et nous tous, on les suit encore, ils endettent encore, et puis on avance. Et cette dette qu'ils ont mis là, qui va payer? Nos enfants. Merci. Merci beaucoup, mes frères, chers frères. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Alors, on va écouter Black. Ok, bonsoir Nzan. Bonsoir. J'ai vraiment apprécié l'intervention du Koro Nka, du grand frère Nka. Tu sens qu'il a de la vécu. Ok, rapidement, je voulais intervenir sur le sommet des 3 chefs d'État africains. Voilà. Donc, déjà, moi, j'aimerais saluer leur courage. Parce que c'est pas, dans ce contexte géopolitique, c'est pas du tout facile. C'est des gars qui risquent leur vie pour un meilleur lendemain. On ne dit pas que tout est bon, mais déjà le fait d'essayer, le fait d'éveiller les consciences est déjà une très bonne chose. Voilà. Donc, moi, j'ai une conviction forte. Je peux dire 85 à 95% des Burkinabés ont cette conviction. On va réussir. Ne voyez pas au président Ibrahim Traoré dire que c'est le seul qui peut-être parle beaucoup, ou bien qui a cette rage de faire changer son pays.
Nanana. Je suis jeune, un jeune ingénieur. Je peux dire que je fais tous les 4 coins du Burkina. Et là, bon, d'habitude, je n'aime pas monter sur les réseaux, débattre. Mais de temps en temps, je vois certaines personnes qui